1984, écrit par George Orwell en 1948, lu par Équilivre, livre audio. Deuxième partie. Chapitre 1, suite. Le lendemain, il réussit presque à lui parler. Quand il entra dans la cantine, elle était assise à une table, assez loin du mur, et était absolument seule. Il était tôt, et la cantine n'était pas comble. La queue avançait, et Winston était presque au comptoir. Le mouvement fut arrêté une minute par quelqu'un qui se plaignait de n'avoir pas reçu sa tablette de saccharine. Mais la fille était encore seule quand Winston reçut son plateau et avança vers la table. Il se dirigeait comme par hasard dans sa direction, en cherchant des yeux une place à une table plus éloignée. Elle était peut-être à 3 mètres de lui. En 2 secondes, il y serait. Une voix derrière lui appela. « Smith !» Il fit semblant de ne pas entendre. « Smith !» répéta la voix plus haut. C'était inutile. Il se retourna. Un jeune homme blond, au visage inintelligent nommé Wilshire, qu'il connaissait à peine, l'invitait avec un sourire à occuper une place libre à sa table. Il était imprudent de refuser. Il ne pouvait, ayant été reconnu, s'en aller s'asseoir à une table près d'une fille seule. Cela se remarquerait trop. Il s'assit avec un sourire amical. Le blond visage inintelligent sourit largement en le regardant. Winston, dans une hallucination, se vit lui lançant une pioche en plein visage. La table de la fille, quelques minutes plus tard, était complètement occupée. Mais elle devait l'avoir vue se diriger vers elle, et peut-être agirait-elle en conséquence. Le jour d'après, il eut soin d'arriver tôt. Naturellement, elle était à une table à peu près au même endroit, et de nouveau seule. Winston était précédé dans la queue par un petit homme scarabée aux mouvements rapides, au visage plat, aux yeux minuscules et soupçonneux. Tandis que Winston s'éloignait du comptoir avec son plateau, il vit le petit homme se diriger tout droit vers la table de la fille. Son espoir de nouveau tomba. Il y avait une place libre à une table plus éloignée, mais quelque chose dans l'apparence du petit homme suggérait qu'il devait être assez attentif à son confort pour choisir la table la moins encombrée. Winston le suivit, le cœur glacé. Il y eut à ce moment un violent fracas. Le petit homme était étalé les 4 fers en l'air. Son plateau lui avait échappé, et 2 ruisseaux de soupe et de café coulaient sur le parquet. Il se remit sur pied avec un regard méchant à l'adresse de Winston, qu'il soupçonnait de lui avoir fait un croc en jambe. Mais il n'en était rien. 5 secondes plus tard, le cœur battant, Winston était assis à la table de la fille. Il ne la regarda pas, il délesta son plateau et commença à manger. Il fallait surtout parler tout de suite avant que personne ne vînt. Mais une terrible frayeur s'était emparée de lui. Une semaine s'était écoulée depuis qu'elle l'avait approché. Elle pouvait avoir changé, elle devait avoir changé. Il était impossible que cette affaire puisse se terminer avec succès. De telles choses ne se passent pas dans la vie réelle. Il aurait complètement flanché et n'aurait pas parlé s'il n'avait à ce moment vu Ampleforth, le poète aux oreilles poilues, qui errait mollement à travers la salle avec un plateau, à la recherche d'une place libre. Ampleforth, à sa manière vague, était attaché à Winston et s'assiérait certainement à sa table s'il l'apercevait. Il restait peut-être 1 minute pour agir. Winston et la fille mangeaient tous deux sans broncher. La substance qu'ils avalaient était un ragoût clair, plutôt une soupe de haricots. Winston se mit à murmurer tout bas. Aucun d'eux ne leva les yeux. Ils portaient régulièrement à leur bouche des cuillerées de substance liquide, et entre les cuillerées, échangeaient les quelques mots nécessaires d'une voix basse et inexpressive. « À quelle heure laissez-vous le travail ? » ?»« À 6h30. » »« Où pouvons-nous nous rencontrer ? » ?»« Au square de la Victoire, près du monument. Il y a plein de télécrans. Cela n'a pas d'importance s'il y a foule. Me ferez-vous signe ? Non. Ne vous approchez de moi que lorsque vous me verrez parmi un tas de gens. Et ne me regardez pas. Tenez-vous seulement près de moi. À quelle heure ? À 7h. Entendu. Ampleforth ne vit pas Winston et s'assit à une autre table. Ils ne parlèrent plus, et autant que cela était possible à 2 personnes assises en face l'une de l'autre à la même table, ils ne se regardèrent pas.
La fille termina rapidement son repas et s'en alla, tandis que Winston restait pour fumer une cigarette. Winston se trouva au square de la Victoire avant le moment fixé. Il se promena autour du socle de l'énorme colonne cannelée, au sommet de laquelle la statue de Big Brother regardait vers le sud, les cieux où il avait vaincu les aéroplanes eurasiens, qui étaient quelques années plus tôt des aéroplanes est-asiens, dans la bataille de la première région aérienne. Dans la rue qui se trouvait vis-à-vis de la colonne se dressait la statue d'un homme à cheval qui était censé représenter Olivier Cromwell. 5 minutes après l'heure fixée, la fille n'était pas encore arrivée. L'angoisse terrible s'empara de nouveau de Winston. Elle ne venait pas. Elle avait changé d'idée. Il se dirigea lentement vers le côté nord du square et éprouva un vague plaisir à identifier l'église Saint-Martin dont les cloches, quand elle en avait, avaient carillonné « Tu me dois 3 farthings ». Il vit alors la fille debout, au pied du monument de Big Brother. Elle lisait, ou faisait semblant de lire, une affiche qui s'élevait en spirale autour de la colonne. Il n'était pas prudent de se rapprocher d'elle tant qu'il n'y aurait pas plus de gens réunis. Autour du fronton, il y avait des télécrans. Un vacarme de voix se fit entendre, et il y eut quelque part, sur la gauche, un démarrage de lourds véhicules. Tout le monde se mit soudain à courir à travers le square. La fille coupa lestement autour des lions qui étaient à la base du monument et se joignit à la foule qui se précipitait. Winston suivit. Pendant qu'il courait, quelques remarques jetées à haute voix lui firent comprendre qu'un convoi de prisonniers eurasiens passait. Déjà, une masse compacte de gens bloquait le côté sud du square. Winston, qui en temps normal était le genre d'individu qui gravite à la limite extérieure de tous les genres de bousculade, joua des coudes, de la tête, se glissa en avant, au cœur de la foule. Il fut bientôt à une longueur de bras de la fille, mais le chemin était fermé par un prolétaire énorme et par une femme presque aussi énorme que lui, probablement sa femme, qui paraissait former un mur de chair impénétrable. Winston, en se tortillant, se tourna sur le côté et d'un violent mouvement en avant s'arrangea pour passer son épaule entre eux. Il crut un moment que ses entrailles étaient broyées et transformées en bouillie par les 2 hanches musclées. Puis il les sépara et passa en transpirant un peu. Il était à côté de la fille. Ils se trouvaient épaule contre épaule. Tous deux regardaient fixement devant eux. Une longue rangée de camions portant, dressés à chaque coin, des gardes au visage de bois armés de mitrailleuses descendaient lentement la rue. Dans les camions, de petits hommes jeunes, vêtus d'uniformes verdâtres usés, étaient accroupis, serrés les uns contre les autres. Leurs tristes visages mongols, absolument indifférents, regardaient par-dessus les bords des camions. Parfois, au chaos d'un camion, il y avait un cliquetis de métal. Tous les prisonniers avaient des fers aux pieds. Des camions et des camions défilèrent, chargés de visages mornes. Winston savait qu'ils étaient là, mais il ne les voyait que par intermittence. L'épaule de la fille et son bras droit, nu jusqu'au coude, étaient pressés contre son bras. Sa joue était presque assez proche de la sienne pour qu'il en sentît la chaleur. Elle avait immédiatement pris en charge la situation, exactement comme elle l'avait fait à la cantine. Elle se mit à parler de la même voix sans expression, les lèvres bougeant à peine, d'un simple murmure aisément noyé dans le vacarme des voix et le fracas des camions qui roulaient. « M'entendez-vous ? » ?»« Oui. »« Pouvez-vous vous rendre libre dimanche après-midi ? » ?»« Oui. » »« Alors écoutez-moi bien, vous aurez à vous rappeler ceci. Allez à la gare de Paddington. » Avec une précision militaire qui étonna Winston, elle lui indiqua la route qu'il devait suivre, un trajet en chemin de fer d'1 demi-heure. Au sortir de la station, tournez à gauche, marchez sur la route pendant 2 kilomètres. Une porte dont la barre supérieure manque, un chemin à travers champs, un sentier couvert d'herbe, un passage dans des buissons, un arbre mort couvert de mousse. C'était comme si elle avait eu une carte dans la tête. « Pourrez-vous vous souvenir de tout cela » murmura-t-elle à la fin. « Oui. » Vous tournez à gauche, puis à droite, puis de nouveau à gauche, et la porte n'a pas de barre supérieure. « Oui, quelle heure ?»« À 3 heures environ. Peut-être aurez-vous à attendre. J'irai par un autre chemin. Êtes-vous sûr de tout vous rappeler ? » ?»« Oui. »« Alors éloignez-vous de moi aussi vite que vous le pourrez. » Elle n'avait pas besoin de le lui dire, mais pendant un instant, ils ne purent se dégager de la foule.
Les camions défilaient encore, et les gens, insatiables, regardaient bouche bée. Il y avait eu au début quelques huées et quelques coups de sifflet, mais ils venaient de membres du parti qui étaient dans la foule et s'étaient bientôt arrêtés. Le sentiment qui dominait était une simple curiosité. Les étrangers, qu'ils fussent eurasiens ou estasiens, étaient comme des animaux inconnus. On ne les voyait littéralement jamais, si ce n'était sous l'aspect de prisonniers, et même alors on n'en avait jamais qu'une vision fugitive. Personne ne savait non plus ce qu'il advenait d'eux. On ne connaissait que le sort de ceux qui étaient pendus comme criminels de guerre. Les autres disparaissaient simplement. Ils étaient probablement envoyés dans des camps de travail. Au rond visage mongol avaient succédé des visages d'un type plus européen, sales, couverts de barbe et épuisés, au-dessus de pommettes broussailleuses, les yeux plongeaient leurs éclairs dans ceux de Winston, parfois avec une étrange intensité, puis se détournaient. Le convoi tirait à sa fin. Dans le dernier camion, Winston put voir un homme âgé, au visage recouvert d'une masse de poils gris, qui se tenait debout, les mains croisées en avant, comme s'il était habitué à les avoir attachées. Il était presque temps que Winston et la fille se séparent. Mais au dernier moment, pendant qu'ils étaient encore cernés par la foule, la main de la fille chercha celle de Winston et la pressa rapidement. Cela ne dura pas 10 secondes, et cependant il sembla à Winston que leurs mains étaient restées longtemps jointes. Il eut le temps d'étudier tous les détails de sa main. Il explora les doigts longs, les ongles bombés, les paumes durcies par le travail avec les lignes calleuses, et la chair lisse sous le poignet. Pour l'avoir simplement touchée, il pourrait la reconnaître en la voyant. Il pensa au même instant qu'il ne connaissait pas la couleur des yeux de la fille. Ils étaient probablement bruns. Mais les gens qui ont des cheveux noirs ont parfois les yeux bleus. Tourner la tête et la regarder eût été une inconcevable folie. Les mains nouées l'une à l'autre, invisibles parmi les corps serrés, ils regardaient droit devant eux. Et ce furent, au lieu des yeux de la fille, les yeux du prisonnier âgé qui, enfoui dans un nid de poils, se fixèrent lugubres sur Winston.